Alors, le droit fiscal français, rien que le nom, ça peut paraître un peu intimidant, pas vrai? Eh bien, l'idée ici, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne beaucoup plus clair. Promis, à la fin, vous aurez les bases bien en main. Voilà le programme. On a commencé par la base de la base. Qu'est-ce qu'un impôt? Ensuite, on verra qu'il y en a de toutes sortes, comment il naît et comment il est collecté, qui écrit les règles du jeu, et enfin, on ira voir qui est l'arbitre qui s'occupe de tout ça. C'est parti. Bon, première étape, et c'est sans doute la plus importante pour tout comprendre. On commence par la définition. On a tous une petite idée, bien sûr, mais la définition officielle, la vraie, elle est super importante, parce qu'elle contient toute la logique du système. Alors, le mot-clé ici, c'est sans contrepartie directe. Ça veut dire quoi? Eh bien, quand on paye un impôt, on n'achète pas un service précis pour soi-même, comme un billet de train. Non, on contribue à un grand pot commun qui va servir à financer des choses pour tout le monde. Les écoles, les routes, les hôpitaux. Du coup, un impôt, ça repose sur 3 piliers. 1. C'est obligatoire. On n'a pas le choix. 2. Comme on vient de le dire, il n'y a pas de service direct en échange. Et c'est ça qui le différencie d'une redevance, par exemple, pour les poubelles. Et 3. Tout ça est basé sur l'idée de solidarité. Chacun contribue selon ses moyens. Et cette idée, elle ne date pas d'hier. Regardez, dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose ce principe fondamental, le consentement à l'impôt. Ça veut dire que l'impôt n'est pas un racket, c'est une décision collective validée par nos représentants. C'est la base de notre pacte social. Ok, maintenant qu'on a bien défini ce que c'est, voyons un peu les différentes formes que ça peut prendre dans la pratique. La grande distinction, la plus connue, c'est celle entre impôt direct et indirect. L'impôt direct, c'est simple, c'est celui qu'on paye directement à l'État, comme l'impôt sur le revenu. L'impôt indirect, lui, est plus discret. C'est par exemple la TVA. Quand on achète quelque chose, c'est le vendeur qui collecte la taxe pour l'État. On la pèse sans forcément s'en rendre compte. Mais ce n'est pas la seule façon de les classer, loin de là. On peut aussi regarder ce qui est taxé. Est-ce que c'est un revenu, une dépense, un patrimoine? On peut aussi se demander à qui va l'argent. À l'État, pour les grandes missions nationales, ou aux collectivités locales, les communes, les départements, pour les services de proximité. Bon, on sait ce que c'est, on sait qu'il y en a plusieurs sortes, mais concrètement, quel est le cheminement? Comment est-ce qu'on part d'un salaire ou d'une vente pour arriver à de l'argent dans les caisses de l'État? C'est un processus en 4 temps, un peu comme une recette de cuisine. D'abord, il faut l'ingrédient principal, c'est l'assiette. Ensuite, il y a l'élément qui lance la cuisson, c'est le fait générateur. Après, on calcule les bonnes proportions, c'est la liquidation. Et à la fin, on sert le plat, c'est le recouvrement, la collecte de l'argent. L'assiette, c'est vraiment le point de départ. C'est la matière brute sur laquelle l'impôt va être calculé. Ça peut être un revenu, un bénéfice, la valeur d'un bien. La loi doit définir ça de manière hyper précise. Sans une assiette claire, pas d'impôt possible. C'est la fondation de tout l'édifice. Justement, en parlant de loi, toutes ces règles, ces étapes, elles ne sortent pas d'un chapeau. Elles sont encadrées par un ensemble de textes juridiques très hiérarchisés. Imaginez une pyramide. Tout en haut, il y a la Constitution, notre texte suprême. Juste en dessous, on a les traités internationaux et le droit européen. Puis, on trouve les lois votées par le Parlement. Et seulement après, les décrets et arrêtés du gouvernement. Tout est ordonné, et un texte inférieur ne peut jamais contredire un texte supérieur. C'est une garantie fondamentale. Et un petit focus sur le droit européen qui est de plus en plus important. Il faut bien distinguer 2 choses. La directive, qui fixe un objectif à atteindre mais laisse les pays libres sur la manière de le faire, et le règlement, qui est beaucoup plus directif, lui. C'est comme une loi européenne qui s'applique telle qu'elle, partout, sans discussion. Ok, on a les règles, mais qui s'assure qu'elles sont bien impliquées sur le terrain? Qui calcule, qui collecte? C'est le moment de rencontrer l'administration fiscale. Le grand chef d'orchestre de tout ça, c'est la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. C'est une administration assez récente, née en 2008, de la fusion de l'ancienne Direction des Impôts et de la Comptabilité Publique. L'idée, c'était de rassembler tout au même endroit pour plus d'efficacité. Et pour nous, au quotidien, la DGFiP a plusieurs visages. Si on est un particulier, notre contact, c'est le CIP. Si on a une entreprise, c'est le CEO. Chaque public a son guichet unique, son interlocuteur dédié. Et à côté, il y a les trésoreries qui s'occupent de la gestion financière des acteurs publics comme les mairies ou les hôpitaux. Et voilà, on a fait le tour, de la simple définition de l'impôt jusqu'à l'organisation qui le gère. Finalement, tout ce système complexe, c'est un peu notre investissement collectif dans notre société. Ça nous amène à une dernière question. Une question pour la route. Si c'est notre investissement commun, alors selon vous, quelle devrait être la priorité absolue à financer avec ?